Eh, cher auditeur, dans quelle ville êtes-vous en train d'écouter maintenant? Et quel temps fait-il chez vous aujourd'hui? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre «je me souviens encore de l'odeur» avec une précision que le temps n'a jamais altérée. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle s'élevait dans les ruelles étroites et pavées de Montreuil, se mêlant à la suie froide des cheminées et à l'humidité persistante de la Seine toute proche. L'air portait ce parfum doux et rassurant de farine et de levain, cette chaleur presque maternelle qui vous enveloppe et vous fait croire que tout est à sa place dans le monde. Mais ce matin-là, comme les suivants, quelque chose dans cette odeur me donnait la chair de poule. Une note discordante, subtile, que mes sens, pourtant habitués à la ville et à ses bruits, ne pouvaient ignorer. Le responsable de cette odeur était Monsieur Delmas, le boulanger du quartier. Un homme grand et sec, aux épaules légèrement voûtées, à l'air fatigué, presque absent, mais avec des yeux qui semblaient sonder chacun de ses voisins avec une intensité inquiétante. Les habitants parlaient peu de lui. Il vivait seul dans sa boutique, derrière ses sacs de farine et son four toujours brûlant. Ses mains, larges et calleuses, trahissaient des années de travail acharné, mais son regard, lui, trahissait autre chose. Quelque chose que personne n'osait nommer. J'avais 19 ans et tenais, à 2 rues de là, un petit kiosque à journaux. Mon existence était simple et rythmée par les sons et les odeurs de Montreuil, le cri des charrettes, le froissement des journaux, l'odeur du charbon et du pain. Je voyais Delmas chaque matin traversant la ruelle avec son tablier taché de farine et d'une substance plus sombre, que j'ai toujours refusé de nommer. Il hochait la tête d'un signe sec, comme pour m'assurer que j'étais témoin, mais pas invité. Je ressentais alors un frisson d'inquiétude qui se glissait le long de ma colonne vertébrale. Tout commença réellement en ce mois de janvier 1923. La neige recouvrait Montreuil d'un voile grisâtre et le vent mordait les joues des rares passants matinaux. C'est ce jour-là que Camille Moreau, la fille du cordonnier, disparut. Une enfant vive et pleine de rire, connue de tous dans le quartier, qui avait l'habitude de s'arrêter chaque matin chez Delmas pour acheter son pain préféré. Ce matin-là, elle n'est jamais rentrée chez elle. Les rumeurs se mirent à circuler, d'abord douces et prudentes. Elle avait peut-être fugué, ou quelqu'un l'avait emmenée, ou un amant secret. Mais l'inquiétude gagna rapidement le quartier, lorsque, une semaine plus tard, le facteur disparut à son tour. La boulangerie devint soudainement le centre de toutes les conversations. Les gens parlaient à voix basse, craignant que Delmas s'entende. Des phrases comme «Je n'irai jamais près de sa cave» ou «J'avez-vous vu les chiens refuser de s'approcher de la porte» circulaient avec une intensité croissante. Moi, narrateur,
je sentais chaque matin cette odeur de pain se mêler à une note métallique, à quelque chose de corrosif et de mortel que je ne pouvais identifier. Mais le plus étrange, c'était cette ambiance de normalité. Les passants saluaient Delmas, échangeaient des plaisanteries, achetaient leurs miches dorées, et personne ne voyait l'ombre qui planait derrière le four brûlant. Un soir, poussé par la curiosité et un pressentiment que je ne pouvais ignorer, je me glissai à l'arrière de la boutique, derrière les sacs de farine et les meules de sucre. La lumière était faible, les flammes du four projetaient des ombres tremblantes sur les murs. Chaque pas que je faisait craquer le vieux plancher, et je retenais mon souffle, sentant mon cœur battre si fort que je craignais qu'il se fasse entendre de Delmas. Puis, ce que je vis me glaça le sang. Dans la cave, un bac de bois débordait de matière sombre et visqueuse. Je crus d'abord à un mauvais rêve. La lueur du four faisait briller quelque chose de rougeâtre que mes yeux refusèrent de comprendre immédiatement. Mais il ne s'agissait pas de pâte ordinaire. Une odeur insoutenable me prit à la gorge, un mélange de levain brûlé et de fer. J'avais entendu parler de disparition, mais la vérité dépassait toutes mes peurs. Des lambeaux humains, je le compris sans un mot, étaient mélangés à la pâte. Delmas me regarda alors, calme comme si nous partagions un secret depuis toujours. Son visage, éclairé par la lueur du four, paraissait serein. « Le pain doit nourrir la vie, pas la mort », dit-il d'une voix douce, presque religieuse. Ces mots me paralysèrent. Je voulais hurler, reculer, mais mes jambes refusèrent de bouger. Il s'avança lentement, me détaillant de ses yeux froids, et je compris que chaque pain qu'il façonnait était l'aboutissement de quelque chose d'abominable et de méthodique. Il me parla alors de la faim et de la guerre, de la souffrance des hommes et du goût de la chair humaine pour qui s'est écouté. Ces mots, étrangement poétiques et logiques dans sa tête, me firent vaciller entre l'horreur et la fascination. Cette nuit-là, je compris que Montreuil cachait ses secrets derrière la façade du quotidien. Les odeurs douces de pain, les rires matinaux, les salutations de voisinage, tout cela n'était qu'un voile sur le macabre et le grotesque. Et moi, jeune homme simple, j'étais devenu le témoin involontaire d'un monde que personne n'oserait jamais croire. Je quittai la cave, le cœur battant et l'esprit en proie à un chaos indicible. La neige avait cessé de tomber et le vent avait emporté mon souffle. Mais je savais au fond de moi que ce que j'avais vu ne resterait pas enfermé. Chaque matin suivant, l'odeur du pain me poursuivait, me rappelant que Delmas était toujours là, façonnant ses miches dorées, derrière ses yeux vides et son sourire inquiétant. Et ainsi se termina le premier chapitre de mon cauchemar, celui où je pris conscience que Montreuil n'était plus seulement un quartier de rues et de pavés, mais un théâtre silencieux de la folie humaine, où la frontière entre la vie et la mort se brouillait à chaque fournée de pain. Je savais que si je voulais survivre et comprendre, il me faudrait continuer à observer, à sentir, à écouter.
Le reste de l'histoire, je le découvrirai bientôt, mais je pressentais déjà qu'aucun être humain ne pourrait l'entendre sans trembler de tout son corps. Les jours qui suivirent la disparition de Camille Moreau apportèrent un silence étrange sur Montreuil. La neige fondait lentement sur les pavés, laissant derrière elle une boue sombre et collante qui semblait absorber les pas de chacun. Les habitants parlaient peu, jetant des regards inquiets vers la boulangerie de Delmas, dont les fenêtres étaient toujours embrumées de vapeur et d'odeur de pain chaud. Moi, je n'osais plus m'approcher du comptoir, mais chaque matin, comme un rituel cruel, je respirais malgré moi l'odeur irrésistible qui s'échappait de la porte de bois. Les rumeurs se répandaient comme une peste invisible. On disait que Delmas travaillait la nuit, seul, en descente dans sa cave qui sentait le fer et le moisi. Les chiens du quartier refusaient de franchir le seuil, grognant et fuyant. Certains voisins prétendaient avoir entendu des cris étouffés, comme des pleurs d'enfants, que le vent dispersait avant que l'on ne puisse les identifier. Moi, je voyais ces phénomènes, et une peur viscérale s'installait dans mon ventre. Mais je ne pouvais détourner le regard. Il y avait quelque chose dans cette boulangerie qui m'attirait malgré moi, comme si l'horreur elle-même avait besoin de témoins. Un soir, je décidai de suivre Delmas après la fermeture. J'avançai en silence, le cœur battant, en m'accrochant au mur des ruelles étroites et humides. Il marcha lentement, ses bottes crissant sur les pavés, jusqu'à une porte secondaire donnant sur la cave. La porte grinça lorsqu'il l'ouvrit et un souffle chaud et métallique s'échappa, mélange de chaleur de four et de quelque chose de plus sombre. J'attendis quelques instants, dissimulé derrière un tonneau, incapable de respirer correctement. Puis, doucement, je me faufilai à l'intérieur, le long des murs, jusqu'à apercevoir Delmas au milieu de sa cave. La scène qui se présenta à moi était plus effrayante encore que ce que j'avais imaginé. Des crochets pendèrent du plafond, balançant légèrement comme des pendules morbides. Des sacs ouverts de farine se mêlaient à des matériaux que je refusais de nommer. Le sol était humide et collant sous mes pieds, et je sentais mon estomac se nouer à chaque respiration. Delmas manipulait des morceaux de pâte d'une main experte, ses doigts, larges et calleux, se mouvant avec une précision terrifiante. Mais ce n'était pas la pâte que mes yeux avaient appris à reconnaître. Elle avait une couleur trop sombre, une texture trop irrégulière, et une odeur qui me fit reculer de plusieurs pas. Il me regarda alors, calmement, ses yeux perçants me traversant comme si j'étais transparent. « Tu ne devrais pas être ici », murmura-t-il d'une voix douce mais glaciale. « Mais il est trop tard pour fuir, n'est-ce pas ?» Je me tus, incapable de prononcer un mot. Mon esprit oscillait entre l'horreur et l'incrédulité. Chaque fibre de mon corps me criait de courir, mais une fascination morbide me retenait. Delmas posa un sac sur la table, l'ouvrit lentement, et je vis ce que je ne pourrais jamais oublier. De petits morceaux, soigneusement disposés, semblables à la pâte, mais qui avaient la forme et la couleur de chair humaine.
Mon souffle se bloqua dans ma poitrine et je sentis mes jambes fléchir. C'était réel. Chaque rumeur, chaque frisson, chaque odeur que j'avais perçue prenait maintenant corps devant moi. Il s'approcha, tenant un couteau long et fin qu'il plongea dans le mélange, semblant mélanger pain et abomination avec un rituel silencieux. Les habitants ne comprennent pas, dit-il, presque philosophe. La vie est un pain, et le pain a besoin de saveur. Il parlait calmement comme un homme qui explique le temps ou la pluie. Mais ce qu'il disait, je le compris immédiatement, dépassait la logique, la morale et la raison. Chaque miche qu'il façonnait était un hommage silencieux à la mort qu'il avait orchestrée, et je compris que le monde que je connaissais n'était qu'une façade fragile derrière laquelle la folie pouvait se cacher. Je restai caché cette nuit-là, à observer. Il parlait seul parfois, comme s'il récitait une prière, répétant des noms que je connaissais. Camille, le facteur, Élise. Il avait une méthode, un rythme presque poétique. Il expliquait, comme s'il s'adressait à moi et à personne d'autre, que la chair humaine donnait un goût particulier à la pâte, une densité que le blé seul ne pouvait atteindre. Ces mots glissaient dans l'air, se mêlant aux effluves de levain brûlé et de métal, me faisant vaciller entre répulsion et fascination. Au petit matin, je quittais la cave, le corps tremblant et le visage livide. La ville s'éveillait, inconsciente de ce qui venait de se passer sous ses yeux. Delmas, de son côté, avait refermé la porte derrière lui, comme si rien n'était arrivé. Les habitants continuaient à acheter leurs miches, leurs baguettes, leurs tourtes, sans remarquer la gravité de ce qui se tramait derrière le four. Et moi, je savais désormais que le mal pouvait se cacher dans les gestes les plus anodins, dans la routine la plus quotidienne. Les jours suivants, je vis la peur s'installer lentement dans Montreuil. Les disparitions continuèrent, mais les murmures s'intensifièrent. Les voisins parlaient de plus en plus bas, échangeant des regards inquiets et des gestes furtifs. Chacun semblait connaître la vérité, mais personne n'osait l'affronter. Et moi, narrateur, je ressentais une lourde responsabilité. J'étais le témoin, celui qui savait, celui qui, en silence, devait comprendre ce que la folie humaine pouvait engendrer. Chaque matin, en approchant de la boulangerie, l'odeur du pain chaud me saisissait, me rappelant l'horreur de la veille. La douceur de la mie et le parfum de la croûte dorée masquaient la noirceur de la chair qui se cachait à l'intérieur. Je voyais Delmas manier sa pâte avec la même minutie qu'un chirurgien, et j'entendais ces mots murmurés comme une incantation. Le pain doit nourrir la vie, et la mort aussi. Je savais que je devais agir, avertir quelqu'un, révéler ce que j'avais vu. Mais la peur, cette peur viscérale et silencieuse, me clouait sur place. Chaque bruit dans la ruelle me faisait sursauter, chaque ombre semblait un reflet de l'âme de Delmas. Et à mesure que les jours s'écoulaient, je compris que Montreuil n'était plus un simple quartier, mais un théâtre silencieux de la folie, où l'horreur se répétait, implacable, à chaque fournée. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je restais éveillé longtemps, incapable de fermer les yeux.
Je revoyais chaque geste de Delmas, chaque détail de sa cave, chaque expression sur son visage quand il parlait de son art macabre. Et je sus que la seule chose qui me séparait de la folie, c'était l'ombre d'une porte que je n'avais pas franchie, et la conviction que le monde ne devait jamais connaître ce secret. Je comprenais alors l'ampleur de l'horreur. Ce n'était pas seulement le boulanger ou sa cave, mais tout Montreuil, qui vivait à côté de l'abomination, inconscient chaque matin, avec l'odeur du pain chaud comme complice silencieux. Je n'ai jamais su pourquoi je suis retourné ce soir-là dans la boulangerie. Peut-être était-ce la fascination, cette curiosité morbide qui ronge l'esprit humain et le pousse à chercher ce qu'il devrait fuir. Peut-être était-ce la certitude que si je ne regardais pas de mes propres yeux, je ne pourrais jamais comprendre. Quoi qu'il en soit, je me suis approché de la porte arrière avec des pas silencieux, le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine, l'air humide et glacé de Montreuil me mordant la peau. La neige avait fondu en une boue collante et sombre, et mes bottes laissaient des empreintes que je savais déjà ne jamais vouloir revoir. Je me suis glissé dans l'ombre, le long des murs, jusqu'à atteindre la cave. L'odeur était plus forte cette fois, plus intense, presque insupportable, un mélange de levain brûlé, de fer oxydé et de quelque chose de plus profond, indiciblement humain. Mes yeux s'habituèrent à la pénombre, et ce que je vis me glaça le sang. Des crochets métalliques, accrochés au plafond, balançaient légèrement, laissant deviner leur poids et leur fonction. Le sol était couvert d'une fine couche de farine mêlée à des éclaboussures sombres, et un silence oppressant pesait sur la pièce, brisé seulement par le crépitement du four. Delmas était là, concentré, façonnant une miche avec une minutie presque religieuse. Ses doigts, larges et habiles, manipulaient la pâte avec une précision terrifiante. Mais ce n'était pas une pâte ordinaire, sa couleur, sa texture, et surtout son odeur me hurlaient ce que mes yeux refusaient de voir pleinement. Je me figeai incapable de respirer, et ce fut Delmas qui rompit le silence. Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. Sa voix était calme, presque douce, mais je sentais le danger invisible qui l'entourait. Il posa sur la table un sac, l'ouvrit lentement, et je vis enfin ce que je redoutais, de petites masses, parfaitement alignées, aux teintes rosées et cramoisies, mêlées à la farine et au levain. Mon estomac se noua, mes jambes fléchirent, mais je restai là, figé par une fascination morbide. Delmas se tourna vers moi, ses yeux brillants dans la pénombre. Chaque pain a son secret, tu sais. Ce n'est pas la farine qui donne le goût, mais l'histoire qu'on y mêle. Il parlait comme un maître d'atelier, un artisan passionné, mais le contenu de son art dépassait toute compréhension humaine. Chaque miche qu'il façonnait était un rituel, une célébration silencieuse de la mort et de la transgression. Je compris alors que la folie pouvait se manifester dans les gestes les plus ordinaires, sous le couvert du quotidien. Je reculai lentement,
Mais Delmas s'avança d'un pas mesuré, me bloquant l'accès à la sortie. Tu vois, les habitants ne comprennent rien. Ils se satisfont du goût, de l'odeur, de la croûte dorée. Mais la vérité est plus riche, plus profonde. Je sentis un vertige me saisir, non seulement physique mais mental. Mon esprit refusait de concilier cette normalité apparente avec l'horreur que j'avais devant moi. Les images se superposaient dans ma tête, les disparus, la fille du cordonnier, le facteur, la vieille Élise, tous liés à ce four brûlant et à ses crochets suspendus. Je savais que si je ne quittais pas cet endroit immédiatement, quelque chose en moi se briserait pour toujours. Pourtant, je restais, comme hypnotisé. Delmas poursuivit son travail, parlant à voix basse, presque chantante, énumérant les noms de ses victimes, détaillant le processus de préparation des miches avec une exactitude clinique. Chaque geste était méthodique, chaque mouvement semblait répéter un rituel ancestral. Il expliquait comment la chair humaine, mêlée à la pâte, apportait une densité, un parfum, un goût qu'aucune farine ne pourrait jamais produire. Et moi, narrateur, j'étais là, témoin obligé de ce savoir interdit. Le temps perdit toute signification. Les flammes du four crépitaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs, sur les sacs de farine, sur Delmas lui-même, qui semblait danser avec la lumière. Je voyais chaque détail, le reflet rougeâtre sur ses mains, la sueur perlante sur son front, le sourire froid et détaché lorsqu'il mélangeait les morceaux de chair à la pâte. Mon souffle saccadé résonnait dans la cave silencieuse, chaque son me faisant trembler davantage. Puis, dans un moment d'audace insensée, je tendis la main vers l'un des crochets. Mes doigts frôlèrent le métal froid et lisse, et je sentis l'horreur se propager dans tout mon corps. Une odeur plus forte encore m'assaillit, mélange de pain chaud et de sang coagulé. Et je compris que la vérité de Montreuil était plus macabre que tout ce que j'avais pu imaginer. Delmas leva les yeux vers moi, et pour la première fois, je vis une lueur de reconnaissance dans son regard. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Dit-il. Tout ce que tu sais sur la vie, la mort et le pain, ce n'est qu'un voile. Je compris alors que Delmas n'était pas seulement un homme, mais un symbole vivant de ce que l'âme humaine pouvait devenir lorsqu'elle était obsédée par le contrôle, le goût et la transgression des limites. Chaque pain qu'il façonnait n'était pas seulement de la nourriture, mais un témoignage silencieux de sa folie méthodique. Et moi, témoin impuissant, je devais décider si je resterais ou si je fuirais, emportant avec moi ce secret qui pouvait détruire ou corrompre quiconque l'entendrait. Cette nuit-là, je quittais la cave avec le sentiment que mon esprit avait franchi une frontière que l'humanité ne devait jamais franchir. L'odeur de pain chaud me suivait encore dans les ruelles désertes, me rappelant que Montreuil n'était plus seulement un quartier paisible, mais un théâtre silencieux de la folie et de la mort. Je savais que ce que j'avais vu resterait gravé en moi pour toujours, comme une empreinte indélébile, et que chaque miche dorée que je croiserais à l'avenir me rappellerait le vertige de cette horreur. Les jours qui suivirent ma découverte dans la cave furent les plus longs de ma vie.
Chaque matin, l'odeur du pain chaud me poursuivait comme un fantôme silencieux, me rappelant l'horreur que j'avais vue, et chaque fois que je croisais Delmas dans les ruelles, son regard me transperçait d'une intensité glaciale. Je savais qu'il avait conscience que j'avais vu, que j'avais compris, et pourtant personne n'osait parler. Montreuil semblait figé dans un silence complice, chaque habitant volontairement aveugle à l'abomination qui se déroulait sous leurs yeux. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps ce poids, je retournai à la boulangerie. L'air était épais, saturé de la chaleur du four et d'une odeur métallique que je ne pouvais nommer. Delmas m'attendait dans l'ombre, assis sur un tabouret de bois, ses mains croisées, son visage calme comme celui d'un confesseur. « Tu es revenu, dit-il simplement. Je suppose que tu veux comprendre. Pourquoi ?» Je restai figé, incapable de parler. Mon esprit se débattait entre l'horreur et le besoin impérieux de savoir, de comprendre le mécanisme de cette folie méthodique. Delmas se leva, et de ses gestes précis, il alluma une petite lampe à huile, projetant une lumière vacillante sur les murs de la cave. Il s'approcha, et pour la première fois, sa voix se fit plus douce, presque humaine. La famine, la guerre, tout cela m'a appris une chose. L'homme ne sait pas ce qu'il mange, mais il sait ce qui le nourrit. Certains pains ont besoin de plus qu'une simple farine. Il parla longuement, me racontant sa jeunesse, la guerre qu'il avait vue, les corps qu'il avait portés, la faim qu'il avait ressentie et celle qu'il avait vue dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Chaque mot était un poison, chaque phrase une descente plus profonde dans l'horreur. Il expliqua comment il avait commencé, d'abord par curiosité, puis par nécessité, puis par obsession. Chaque miche de pain devenait un hommage silencieux à la douleur humaine, une tentative de capturer l'essence même de la vie dans une croûte dorée. Je frissonnais, incapable de détourner les yeux. Ces mots avaient un rythme presque poétique, et pourtant, ils décrivaient la mort, le sang et le cannibalisme avec une froide logique qui dépassait la compréhension humaine. « Comprends-moi, » dit-il, ses yeux brillants dans la lumière tremblante. Chaque personne que j'ai utilisée, c'était un acte de création. La pâte est vivante, et la vie que je lui donne est sacrée. Je sentis mon esprit vaciller. Comment pouvait-on rationaliser l'horreur à ce point ? Comment un être humain pouvait-il transformer le meurtre en art et l'horreur en quelque chose de presque sublime ? Delmas me conduisit ensuite à sa table de travail où il me montra les miches qu'il préparait pour le lendemain. La pâte, parfaitement levée, dégageait une odeur envoûtante qui masquait à peine ce qu'elle contenait. Il expliqua comment chaque geste avait son importance, comment le mélange de chair et de farine devait être précis, comment chaque cuisson révélait le goût véritable de son secret. « Les gens croient manger du pain, » murmura-t-il, « mais ils goûtent à l'âme de Montreuil. » Je compris alors la portée de son art macabre. Il ne s'agissait pas seulement de tuer, mais de transformer la mort en quelque chose de consumable, de partager le goût de la vie humaine à travers un rituel quotidien, banal, presque sacré à ses yeux. Cette confession m'atteignit profondément.
Mon esprit oscillait entre répulsion et fascination, chaque fibre de mon être réclamant de fuir, mais mon cœur était pris au piège par le besoin de comprendre la logique de cette folie. Je réalisais que Delmas n'était pas seulement un meurtrier, mais un philosophe de l'horreur, un artisan de la mort transformé en quotidien. La nuit passa ainsi, entre paroles, explications et silence pesant. Je vis Delmas travailler avec une précision presque religieuse, chaque geste une extension de sa pensée, chaque miche un testament de sa vision tordue. Et moi, je restais là, témoin silencieux, incapable de parler, incapable de fuir. Au petit matin, lorsque la lumière de l'aube commença à percer les vitres de la boulangerie, je quittai la cave, le cœur lourd et l'esprit chargé de visions que je n'oublierai jamais. L'odeur du pain, douce et mortelle, m'accompagnait dans les ruelles encore désertes, et je savais que Montreuil ne serait plus jamais la même pour moi. Cette confession avait changé ma perception de l'humanité. Je compris que la frontière entre normalité et folie est mince, que l'horreur peut se cacher derrière le quotidien le plus banal, et que le pire n'est jamais là où on l'attend. Delmas avait transformé la boulangerie en théâtre de la mort, chaque miche en un acte silencieux de transgression et de création, et moi je devais décider, rester dans l'ombre, gardien silencieux de ce secret, ou révéler ce que j'avais vu, au risque de briser Montreuil et moi-même à jamais. Je ne sais jamais pourquoi j'ai choisi cette nuit pour agir. Peut-être était-ce la tension accumulée, le poids des secrets, ou cette horreur silencieuse qui me rongeait l'esprit depuis des semaines. Quoi qu'il en soit, j'ai franchi une fois de plus le seuil de la boulangerie. L'air était saturé d'une odeur sucrée et métallique, le four projetait des flammes vacillantes sur les murs, et la cave semblait respirer avec moi, consciente de ma présence. Delmas était là, immobile, ses mains croisées, le regard fixe. Il savait que j'étais là pour lui, mais il ne bougea pas, comme s'il attendait que l'horreur atteigne son point culminant. Ses yeux, brillants dans la lueur des flammes, me fixaient avec une intensité presque religieuse. « Tu es revenu ?» dit-il simplement. « Je suppose que tu as compris que tout a une fin. » Je restai silencieux, mes doigts tremblants autour de la poignée de la porte que je tenais fermement. Je savais que je devais agir, mais chaque fibre de mon corps criait de peur et d'anticipation. La cave était un sanctuaire macabre. Chaque coin, chaque planche, chaque crochet témoignait des actes impensables de Delmas. Mais cette nuit, la peur avait un autre nom, celui de la confrontation. Je m'approchais, lentement, observant chaque mouvement du boulanger. Ses mains, grandes et précises, préparaient une nouvelle miche, mélangeant la pâte et ce que je savais être de la chair humaine. Chaque geste était un rituel, chaque mouvement une danse avec la mort. Mon esprit hurla que cela suffisait, que le temps de l'inaction était terminé. Puis, je pris une décision. Je pris un sac de farine et le renversai sur le four, provoquant un nuage épais et suffocant. Delmas sursauta, ses yeux se plissèrent, mais il ne cria pas. Ses mouvements devinrent plus rapides, presque fébriles, tandis que le feu léchait maintenant les murs de la cave.
La fumée m'étouffait, me brûlait les yeux, mais je sentais une force nouvelle m'animer, la nécessité de mettre fin à cette folie. Le four était immense, ses flammes projetant des ombres qui dansaient comme des spectres sur les murs. Delmas, maintenant conscient que sa fin approchait, me fixa avec un sourire calme, presque satisfait. « Tu comprends enfin ?» dit-il, sa voix se mêlant au crépitement du feu. Tout ce que j'ai créé, chaque pain, chaque âme, n'était qu'une offrande à la vie et à la mort. Je sentis le sol trembler sous mes pieds alors que les flammes gagnaient en intensité. Les sacs de farine s'embrasaient, le bois crépitait, et l'air était saturé d'odeurs de brûlé et de fer. Chaque respiration me brûlait les poumons, chaque pas me rapprochait du cœur du désastre. Delmas se dirigea vers le four, comme attiré par son propre rituel final, et d'un geste calme, il ouvrit la porte béante. Les flammes léchèrent son corps, et pour un instant, il sembla disparaître dans un halo infernal. Je restai figé, incapable de détourner le regard, tandis que la cave entière s'embrasait. Les murs, les crochets, les sacs, tout s'effondrait dans un chaos de flammes et de cendres. La chaleur était insoutenable, la lumière aveuglante, et le feu semblait vouloir tout purifier, effacer l'horreur par sa violence. Quand enfin je parvins à sortir de la boulangerie, le quartier était plongé dans la nuit silencieuse. La fumée s'élevait en tourbillon noir, portant avec elle l'odeur âcre du métal et du pain brûlé. Les habitants accoururent, mais personne n'osa s'approcher. L'ampleur du désastre était telle qu'il semblait irréel, comme un cauchemar dont on peine à se réveiller. Le lendemain, les autorités examinèrent les ruines. Dans les cendres, on trouva des restes calcinés, des fragments de ce qui avait été la matière humaine mêlée à la pâte. Mais personne ne parla. Montreuil préféra oublier le goût du pain et l'odeur de la folie qui l'avait hanté pendant des semaines. Moi, narrateur, je savais ce qui s'était passé. Je savais ce que j'avais vu, senti et entendu. Et je savais que ce secret, bien que brûlé, resterait gravé dans ma mémoire pour toujours. Chaque matin suivant, lorsque l'odeur du pain chaud me parvenait des nouvelles boulangeries, un frisson me traversait. Le souvenir de Delmas, de sa cave et de sa vision macabre de la vie et de la mort restait intact, comme un fantôme silencieux. Je comprenais que l'horreur pouvait se cacher derrière les gestes les plus anodins et que parfois les apparences les plus douces masquent les crimes les plus atroces. Je devins le gardien silencieux de cette histoire, incapable de la partager, incapable de la transformer en parole. Chaque pain que je voyais était désormais une menace voilée, un rappel que la folie humaine peut se dissimuler dans les détails les plus banals, et que parfois le mal se nourrit des regards qui ne veulent pas voir. Montreuil continua sa vie, inconsciente de ce qui avait eu lieu, mais pour moi, rien ne serait plus jamais comme avant. La boulangerie de Delmas n'était plus qu'un tas de cendres, mais le souvenir de ce que j'avais vu, senti et compris brûlait encore plus fort que le feu. Et chaque fois que je sentais le parfum du pain chaud dans les ruelles, je revivais cette nuit,
cette confrontation et le sourire tranquille de Delmas, disparu mais jamais oublié. Les semaines qui suivirent l'incendie furent un silence oppressant. Montreuil reprenait lentement son rythme quotidien, comme si rien n'avait jamais eu lieu. Les enfants jouaient dans les ruelles, les charrettes grinçaient sur les pavés, et l'odeur du pain chaud revenait, douce et rassurante, mais désormais chargée d'un parfum que je ne pourrais jamais oublier. Pour le reste du quartier, Delmas n'était qu'un souvenir brûlé, une boulangerie effondrée, un acte tragique mais clos. Pour moi, narrateur, rien n'était clos. Chaque matin, en respirant l'air chargé de levain, je revivais les flammes, la cave et le regard tranquille de Delmas. Son sourire, figé dans ma mémoire, me poursuivait comme un spectre silencieux. J'avais survécu à ce que peu auraient cru possible, mais je savais que cette survie avait un prix, porter à jamais le poids du secret. Et ce secret, je ne pouvais le partager avec personne. Les mots auraient trahi l'horreur, et l'horreur, une fois révélée, aurait détruit Montreuil et moi-même. Je me souvenais de la précision de Delmas, de ses gestes minutieux, de la manière dont il transformait la mort en quotidien. Chaque pain, chaque miche dorée était un rituel, une transgression banalisée. Et moi, j'avais été le témoin. Témoin impuissant, muet, obligé de garder pour moi l'intensité de cette folie. La nuit, je rêvais souvent de sa cave. Je revoyais les crochets suspendus, les sacs de farine tachés, le four rougeoyant. Je revoyais chaque geste, chaque mouvement, chaque phrase murmurée avec calme et conviction. Et parfois, dans ses rêves, Delmas me parlait, m'expliquant encore et encore, comme si son esprit refusait de disparaître avec le feu. « Tu comprends maintenant » disait-il dans mes cauchemars. « La vie et la mort sont liées, et le pain est le pont. » Ces paroles, répétées dans le silence de la nuit, résonnaient dans mon esprit comme une incantation. Et à chaque réveil, je sentais le poids de ce que j'avais vu, le poids de ce que personne ne pourrait jamais croire. Montreuil continuait de vivre, inconscient du théâtre silencieux qui avait eu lieu sous ses yeux, et moi je marchais parmi eux, invisible spectateur, chargé d'une vérité indicible. Avec le temps, j'ai appris à composer avec cette mémoire. Je continuais mon kiosque, je voyais les enfants s'amuser, les habitants sourire, et chaque pain chaud me rappelait la dualité de l'existence, douceur et horreur, vie et mort, normalité et folie. Chaque miche que je regardais était un rappel que l'ombre peut se cacher derrière les gestes les plus anodins, et que la banalité du quotidien peut dissimuler les crimes les plus atroces. Je compris aussi que le secret de Delmas ne disparaîtrait jamais vraiment. Même brûlé, il flottait dans l'air, dans le parfum du pain, dans les souvenirs des ruelles. Et moi, narrateur, je restais le gardien de ce savoir interdit, le témoin silencieux d'une vérité que personne ne devait jamais connaître. Parfois, je me demandais si la folie pouvait renaître, si quelqu'un d'autre prendrait la place de Delmas, mais la peur et la fascination restaient là, imprimées dans ma mémoire. Le monde peut oublier, mais moi, je savais. Et chaque fois que l'odeur du pain chaud m'atteignait, je revivais Montreuil, Delmas et la cave, avec la certitude que l'horreur n'est jamais totalement éteinte. Et c'est ainsi que l'histoire se termina, non pas avec un cri, ni avec un jugement, mais avec le silence.
Le silence de ceux qui continuent à vivre, inconscients, et le silence de celui qui sait. La vie reprend son cours, mais les ombres demeurent, silencieuses, patientes, et chaque miche dorée, chaque parfum de levain, est un rappel de ce que l'homme peut cacher derrière le quotidien. Je marchais dans les ruelles, observant les passants, sentant le vent sur mon visage, et je savais que le monde ne pouvait jamais comprendre l'horreur que j'avais vue. Mais moi, je vivrai avec, jusqu'à la fin de mes jours. Car certaines vérités sont trop lourdes pour être partagées, trop macabres pour être racontées, et trop profondes pour être oubliées. Et Montreuil, paisible et souriante, continuait sa vie, ignorant que derrière chaque odeur de pain chaud se cachait le souvenir d'une folie méthodique, d'un art interdit, et d'un homme qui avait osé franchir la frontière entre la vie et la mort, transformant la chair humaine en pain et la mort en quotidien. Je me souviens encore du premier jour où j'ai compris que quelque chose d'horrible se tramait à Montreuil. Le vent glacial de février mordait mes joues, tandis que je marchais dans les ruelles étroites, mon regard attiré malgré moi par la boulangerie de Delmas. Les habitants parlaient à voix basse, échangeant des regards inquiets. La rumeur disait qu'il travaillait la nuit, seul, dans sa cave, et que les odeurs qui s'en dégageaient étaient étranges. Curiosité et peur se mêlaient en moi, et je me retrouvais chaque matin à humer l'odeur irrésistible de pain chaud. Mais cette odeur cachait quelque chose de plus sombre, une vérité que personne n'osait affronter. Les chiens du quartier refusaient de franchir le seuil, grognant et fuyant. Certains prétendaient entendre des cris étouffés. Moi je voyais et sentais ces phénomènes, et une peur viscérale s'installait dans mon ventre. Mais malgré tout, je revenais, comme attiré par l'horreur elle-même. Un soir, je décidai de suivre Delmas après la fermeture. Il marcha lentement jusqu'à une porte secondaire donnant sur la cave. La porte grinça lorsqu'il l'ouvrit et un souffle chaud et métallique s'échappa. Je me faufilai derrière un tonneau et observai. Les crochets suspendus au plafond balançaient légèrement, le sol était humide et collant, et l'air sentait le fer et le moisi. Delmas manipulait la pâte avec une précision terrifiante, mais ce n'était pas de la pâte ordinaire. Elle avait une couleur sombre et une odeur insupportable. Il me regarda calmement et murmura « Tu ne devrais pas être ici ». Je restai figé, incapable de parler. Puis, il posa un sac sur la table, l'ouvrit, et je vis ce que je redoutais. De petits morceaux, semblables à de la pâte, mais qui avaient la forme et la couleur de chair humaine. Mon estomac se noua. Chaque miche qu'il façonnait était un hommage silencieux à la mort qu'il avait orchestrée. Et moi, témoin impuissant, je savais que j'avais découvert l'horreur ultime. Les jours suivants, j'osais à peine approcher de la boulangerie, mais la curiosité morbide me ramenait toujours. Je suivais Delmas dans la ruelle sombre et l'observais entrer dans la cave. Une nuit, je me décidai à franchir la porte. L'odeur était insupportable, mais je devais voir. Delmas façonnait ses miches avec une minutie religieuse, mélangeant la farine à ce que je savais être de la chair humaine. Chaque geste était un rituel silencieux. Il parlait parfois, énumérant des noms, répétant des phrases qui me glacèrent le sang. « La vie est un pain,
et le pain a besoin de saveur. Le temps perdit toute signification. Les flammes du four projetaient des ombres mouvantes. Les sacs de farine tachés de rouge semblaient respirer. Et moi, j'étais là, figé, témoin d'un rituel interdit, incapable de fuir ou de parler. Puis je pris une décision insensée, renverser un sac de farine sur le four pour provoquer un nuage suffocant. Delmas sursauta, mais ne cria pas. Il continuait ses gestes, accélérant presque frénétiquement. Le feu gagna en intensité, léchant les murs et les planches. Les flammes projetèrent Delmas dans un halo infernal. Je restai figé, observant son corps disparaître dans le feu, et la cave entière s'effondra dans un chaos de flammes et de cendres. Le lendemain, les autorités découvrirent les restes calcinés dans les ruines. Montreuil continua sa vie comme si de rien n'était. Mais moi, narrateur, je savais. Chaque pain doré, chaque parfum de levain me rappelait la folie méthodique de Delmas et l'horreur que j'avais vue. J'étais devenu le gardien silencieux de ce secret. Les semaines suivantes furent un silence oppressant. Montreuil reprenait son rythme quotidien, inconscient de ce qui s'était passé. Mais moi, je revivais chaque nuit la cave, les crochets, les sacs tachés, le four rougeoyant et le sourire tranquille de Delmas. Je compris que certaines vérités sont trop lourdes pour être partagées et que l'horreur peut se cacher derrière les gestes les plus banals. Le poids de ce secret façonna ma vie. Chaque miche de pain, chaque odeur de levain rappelait Montreuil, Delmas et la cave. Je savais que la folie pouvait renaître, que l'ombre de Delmas flottait encore, invisible mais présente. Et chaque fois que je sentais le parfum du pain chaud dans les ruelles, je revivais cette horreur, conscient que le mal se cache dans la banalité du quotidien et que certaines mémoires sont indélébiles. Montreuil continuait de sourire, paisible, inconscient que derrière chaque miche dorée se cachait un souvenir de folie, de crime et de chair humaine. Moi, narrateur, je marchais parmi eux, témoin silencieux, portant le fardeau d'un savoir interdit, sachant que la frontière entre la normalité et l'horreur est mince et que certaines vérités brûlent plus fort que le feu lui-même. Fin.